La semaine dernière, j'ai eu 28 ans. Et il y a une pratique que je me force à adopter depuis un an, c'est d'écrire à mon futur moi. Je profite de l'occasion pour m'envoyer un mail que je recevrai que dans un an et dans lequel je me souhaite le meilleur. C'est ma nouvelle façon que j'ai trouvée de célébrer mon anniversaire de mois à mois, en me témoignant de l'amour, de la gratitude, et surtout en m'autorisant à rêver en grand, chose que je fais peut-être pas assez le reste de l'année, en tout cas pas en pleine conscience comme ça. Au-delà d'être super ludique, je trouve que l'exercice est hyper puissant. Ça permet de poser des jalons et de prendre comme une photo du mood actuel. Dans tous les cas, je pense que c'est hyper bénéfique d'avoir des conversations avec soi-même, que ce soit avec son soi du futur, du présent ou celui du passé. Et parler avec mon moi du passé, c'est exactement ce que j'aimerais faire aujourd'hui avec vous. Pour aider mon moi d'avant, je me suis replongé dans des souvenirs pas très agréables, mais qui sont très limpides, qui sont des moments où je me posais des questions profondes et auxquelles aujourd'hui, j'ai les réponses. Voici des leçons que je souhaitais vous partager et que j'aurais aimé que le Nico du passé sache avant de souffler le 28e bougie. Il a fallu attendre plus de 20 ans passés sur les bancs de l'école pour comprendre quelque chose, c'est que j'ai pas l'esprit compétitif. Je me revois très bien avoir cette gêne pendant les concours de prépa pour les écoles d'ingé ou aux entretiens d'embauche où on se regarde entre candidats dans la salle d'attente et sincèrement, je déteste la compétition. C'est assez drôle parce qu'il m'a fallu complètement sortir de ce système classique pour le dire et surtout pour me l'assumer. Parce que jusque-là, il y avait toujours une gêne. C'est pas très bien vu de dire qu'on n'aime pas la compétition. Parce qu'être compétitif, c'est valorisé. C'est la preuve qu'on est vaillant, qu'on est battant et qu'on se laisse pas faire. Pas vrai? Sauf que la révélation que je me suis faite sur mon absence d'esprit compétitif, elle s'inscrit dans une logique bien plus globale. J'ai compris que ça ne me servait à rien de toujours vouloir prouver que j'avais raison. J'ai compris que ce qui me dérangeait dans le fait d'être en compétition et donc quelque part de débattre, c'est pas le fait que l'autre ait un avis différent du mien ou même le fait que je puisse avoir tort. C'est que j'acceptais pas qu'on voit que j'avais tort. La nuance est subtile, mais elle fait toute la différence. J'ai compris que ce qui me jouait des tours, c'était mon ego et que le moindre désaccord, le moindre débat ou la moindre occasion d'étaler ma science, c'était que des prétextes pour montrer que j'étais meilleur, que j'étais le meilleur. Sauf que profondément, je suis pas comme ça, moi, en vrai. J'ai donc arrêté de chercher à tout le temps avoir raison. Et je me porte tellement mieux aujourd'hui. Quand on abandonne cette course compétitive qui commence très tôt, à l'école, avec le système de notes, etc., et qui perdure jusqu'à l'âge adulte, sous la forme du salaire ou de l'acquisition matérielle, eh bien, on trouve comme une certaine forme de paix. Je crois que c'est ça, en fait. Le déclic, c'était de me demander si je préférais avoir raison ou être en paix. Et du haut de mes 28 ans, je vous assure, le choix, il est vite fait. Alors c'est facile à dire à 28 ans, après avoir vécu toutes ces expériences, après avoir pris les claques que la vie nous colle parfois, parce qu'en y réfléchissant, parce qu'en creusant le sujet, ce qui m'empêchait d'ouvrir les yeux sur l'ego que j'entretenais sans le vouloir, c'est tout simplement la peur. Si seulement j'avais appris plus tôt à jouer avec ma peur, j'aurais sûrement gagné un peu de temps. Parce que si je la voyais comme un frein à la vie que je souhaitais vivre, aujourd'hui c'est peut-être ma meilleure alliée. Alors il y a des centaines de scénarios où la peur a pu frapper, mais s'il y en a une qui m'a retenu et qui résonne avec l'idée de compétition, c'est bien celle du jugement. J'ai toujours été le genre de personne qui fait pas de vagues, qui porte une énorme attention au fait que tout le monde l'aime et qui fait toujours passer les autres avant soi. Là, on pourrait voir un enfant modèle, un Nico généreux. Derrière, il y a juste quelqu'un qui a peur d'être jugé et critiqué. Et à ce niveau-là, j'ai eu deux déclics. Le premier, c'était de comprendre que la peur d'être critiqué, c'est normal, tout le monde la ressent. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. C'est la façon ancestrale qu'a notre cerveau de signaler un danger. Quand auparavant, quelqu'un était critiqué et mis en marge de la tribu, il a plus de chances de croiser un tigre ou un ours. Sauf que poster une vidéo sur YouTube, poser sa démission à son patron ou se lancer dans l'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir avec le fait de croiser un ours. Donc au final, quand on comprend ça, il n'y a pas de raison d'avoir peur finalement. Le deuxième déclic, c'était de comprendre que toutes ces fois où pour une raison X ou Y, j'entrais en conflit avec quelqu'un et que ce quelqu'un me critiquait, ça en disait plus sur lui que sur moi. Une personne qui est dans le jugement, qui est dans la critique, elle se traîne forcément des fardeaux. Ça peut être des insécurités, ça peut être des fausses croyances, ou tout simplement de l'ignorance. De fil en aiguille, j'ai appris à avoir de la compassion pour ces gens-là. Si je les détestais sur le moment d'être comme ça ou de réagir comme ça, la vérité c'est que j'aurais sûrement réagi pareil si j'étais passé par le même chemin, la même éducation ou la même culture. Il y a tellement d'autres cas où la peur a été un problème, et je pense que je pourrais facilement en faire une vidéo entière à ce sujet, mais peut-être que le plus répandu, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ouais, le fameux. Et je compte pas le nombre de situations où j'étais prêt à prendre une décision, où j'étais sur le point de me lancer dans un projet qui me tenait à cœur, pour tout soudainement arrêter, tout soudainement abandonner. Ce que j'ai compris, certes très tardivement, c'est que ce syndrome de l'imposteur, il part jamais vraiment. Il vaut mieux l'utiliser comme un signal plutôt qu'une injonction. Comme un signal positif qui nous confirme juste en fait
qu'on est dans la bonne direction. Et c'est exactement comme ça que j'avance dans ma nouvelle vie. Parce que oui, j'ai aussi compris un autre truc, c'est qu'on a plusieurs vies. Et je parle pas forcément de la vie professionnelle, même si je pense qu'au final, c'est une conséquence de cette réalisation. C'est simplement que j'ai réalisé qu'avant mes 16 ans, je construisais ma première vie avec mes valeurs profondes. De 16 à 26, je vivais une vie plus tournée vers les autres. Et que là, depuis 2 ans, je vis une vie plus tournée vers moi, vers mes propres ambitions. Ça veut aussi dire une chose, c'est que j'ai d'autres vies qui m'attendent dans le futur. Et c'est rassurant. C'est rassurant parce que je compte pas le nombre de prises de tête me demandant ce que je faisais sur Terre. Et je sais que je suis pas tout seul à avoir ce genre de questions existentielles. La vérité, c'est qu'on se prend la tête pour les quelques années qui viennent là. Et sûrement qu'on se reposera la question dans 5, dans 10 ou dans 15 ans. Une des choses qui m'a aidé à avancer dans cette nouvelle vie, et je le répète assez souvent sur cette chaîne, c'est l'entourage. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. C'est ultra bateau, ultra répété et ultra généraliste, mais il y a du vrai dedans. De manière globale, j'aime bien agir, que ce soit pour mon entourage ou pour autre chose. J'aime bien me rappeler que l'action informe toujours la stratégie et que la douleur du regret est toujours plus forte que celle du rejet. Donc, quitte à choisir ma douleur, je préfère autant être dans l'action, même si ça veut dire parfois se tromper. Choisir sa douleur, c'est peut-être quelque chose qui s'inscrit dans un truc plus global, qui a été un des plus gros apprentissages de ces dernières années, c'est que tout, au bout d'un moment, relève d'un choix. Même le fait d'être heureux. Je vais peut-être en perdre et en révolter quelques-uns d'entre vous là, mais je pense avoir compris que à un moment donné dans notre vie, le bonheur, c'est effectivement un choix. J'insiste bien sur le « à un moment donné », parce que je reste persuadé que c'est important de prendre les vagues, de comprendre quand ça va pas, et d'avoir conscience de ses émotions. Sauf qu'à un moment donné, je pense qu'il est de notre responsabilité d'être heureux ou heureuse. Pas en se mentant à nous-mêmes et en disant que ça va alors qu'on vient de se sécher les larmes, mais vraiment en apprenant à aller progressivement mieux. J'aurais aimé comprendre plutôt que se sentir coupable pour le passé n'aide en rien les choses, au même titre que ça sert à rien d'être anxieux pour le futur. Le tout, c'est d'apprécier le moment présent, nos journées qu'on vit au jour le jour. Je sais à quel point ça peut paraître bateau, voire niais, ou même dur à comprendre parce que je suis le premier à me faire des projets sur la comète. Et ça va encore plus loin, c'est que j'ai réalisé que la seule façon d'être vraiment heureux au quotidien, c'est de pratiquer la gratitude. Vous connaissez sûrement l'équation du bonheur, qui dit que le bonheur, c'est l'écart entre la réalité et les attentes. Et la gratitude, ça va non seulement solutionner cette équation, mais ça va nous permettre de réaliser que ce qu'on vit au quotidien, c'est tellement mieux qu'on l'aurait pensé initialement. Il vous est jamais arrivé de vous poser seul dans votre chambre, ou peu importe l'endroit en fait, et de sentir ces émotions arriver d'un coup comme ça, sans prévenir, sans raison particulière. Comme si tout devenait lourd à porter et qu'on se sentait épuisé émotionnellement. C'est typiquement dans ce genre de scénario où je choisis d'accueillir mes émotions, et ça peut prendre plusieurs jours parfois, mais de me calmer ensuite pour être reconnaissant pour ce que j'ai et ce que je suis déjà. Le meilleur moyen pour débuter sur ce chemin de la gratitude, c'est d'arrêter de regarder la version future de soi qui est trop souvent idéalisée, mais plutôt de regarder celle du passé. Et c'est typiquement ce que je fais aujourd'hui avec cette vidéo. On est trop nombreux à se dire, et moi le premier, qu'à l'instant présent, on n'a pas assez par rapport à ce qu'on ambitionne d'avoir dans quelques années. Sauf qu'en vérité, quand on regarde de plus près, on a tellement plus que ce qu'on avait il y a quelques mois. Mon but, c'est évidemment pas de vous faire un cours sur le bonheur. J'en ai pas la prétention, mais j'ai juste fait un bout de chemin sur lequel je ressens pas mal de gratitude, notamment pour vous qui m'écoutez. La semaine dernière, j'ai eu 28 ans et je suis tellement plus que celui que j'étais à 27. Cette vidéo, c'est peut-être la façon la plus belle que j'ai trouvée pour exprimer de la gratitude, non seulement à mon ancien moi, mais à vous aussi. Alors merci de l'avoir regardé. Cap sur les 29 désormais, je nous souhaite évidemment le meilleur et surtout, j'ai hâte de voir ce que réservent les prochaines années.